départ, on nous prend pour des rêveurs, pour des utopiques un petit peu. Et ce qui a changé, c'est que c'est la persévérance et puis la crédibilité du projet. C'est-à-dire qu'on a démontré, et surtout par le biais de ces logiciels donc fournis par Dassault, que ce projet avait les chances de réussir et que c'était un projet d'avenir. Lors d'une réunion de travail dans laquelle on parlait du transport, on s'est rendu compte en fait que le transport actuel, le transport ferroviaire, rentrait dans une complication vis-à-vis de son prix et de la concurrence qui allait arriver, et je parle de la concurrence par rapport à la SNCF. Donc il fallait aller chercher un transport beaucoup plus innovant, plus écologique et aussi qui permettrait en fait de pouvoir aller vite et de proposer un transport abordable pour l'usager. Donc on s'est inspiré d'un projet qui était l'aérotrain, donc qui proposait à l'époque une navette sur coussin d'air. On s'est inspiré de ce projet-là pour faire naître le Space Train. Le principe de coussin d'air, ça a été développé dans les années 60, dans les années 70 par la société Bertin et ça a été testé sur les deux prototypes d'aérotrain, le I-80 et le S-44. Alors, on est parti sur la même base, qu'on va utiliser une suspension aérolique. On a étudié ce qui a été fait, on a regardé les brevets, on a rencontré beaucoup de gens qui travaillaient chez Bertin Technologies à l'époque, des gens qui ont participé au développement d'aérotrains. Et finalement, on a abouti avec un design plus moderne des coussins d'air, avec plus d'efficacité, avec moins de perte de charge. Et surtout, on a abouti à un système intelligent, comme aujourd'hui on parle d'intelligence artificielle, on parle de système autonome. Là, on a créé un système qui est plus adapté à cette application avec les technologies de l'époque. Ouais. Donc, entre l'aérotrain et le Space Train, il y a bien sûr des nuances, et notamment au niveau motorisation. Parce que l'aérotrain utilisait un moteur à hélice, alimenté en kérosène, dans les années 70. Aujourd'hui, au XXIe siècle, donc on va utiliser une énergie propre, qui est l'hydrogène. Elle va fournir de l'énergie électrique, et on va alimenter des moteurs linéaires. Donc les moteurs linéaires sur le rail, donc avec le rail actuel, on va y ajouter des plaques d'aluminium et des plaques d'acier. Le Space Train, c'est une navette qui a vocation de proposer un transport qui soit à la fois rapide, soucieux de l'environnement et puis abordable pour l'usager. C'est un transport alternatif au TGV. Nous pouvons transporter à l'intérieur de ces navettes de 60 à 250 personnes. Il y a 3 types de navettes. Pour la navette 1, il contiendra entre 30 à 50 passagers. La vitesse de croisière que la navette pourra atteindre, c'est entre 500 et 520 km à l'heure. Elle va effectuer des trajets entre deux points, par exemple de A à B. Si on suppose que c'est par exemple 80 km de distance, elle effectuera entre 10 à 12 minutes le voyage. Et pour, par exemple, à partir de 80 jusqu'à 150 km, elle va effectuer à peu près dans les environs entre 15 et 18 minutes. D'abord, si on veut faire de la grande vitesse, on doit diminuer toutes les contraintes qui sont des contraintes aérodynamiques, qui sont des contraintes de contact et qui sont des contraintes de poids. Donc là, dans notre solution, si vous voyez, on a bien travaillé l'aspect aérodynamique, donc on a un coefficient de traînée de 0,1, ce qui améliore l'efficacité totale de la navette. Nous avons un système de lévitation aérolique qui permet d'éliminer le contact avec le rail. Et par conséquent, on peut, avec le même effort qu'on génère sur un train normal, on peut aller beaucoup plus vite. Dans le Space Train, il y a 3 types de technologies importantes. Le coussin d'air, le moteur à induction linéaire et la pile à combustible. Donc nous avons une navette sur coussin d'air. C'est là une base de sustentation aérolique. Donc nous prenons de l'air de l'extérieur à pression atmosphérique, on le fait passer à travers des suppresseurs qui font monter la pression puis qui les renvoient dans des coussins d'air. Les coussins d'air, c'est des dispositifs qu'on voit répartis de part et d'autre du train. Donc là, on avait 4 à gauche et 4 à droite. Ces dispositifs permettent de soulever le train. Tant que le train est soulevé, on diminue l'effort nécessaire à la propulsion et comme ça, on peut aller avec moins d'effort à grande vitesse. Donc c'est ça le principe de sustentation aérolique. Le rail sera un rail ferrométallique, c'est-à-dire c'est un rail composé d'aluminium et d'acier. Et
il va jouer le rôle de réaction par rapport à des moteurs appelés moteurs à induction, donc c'est des moteurs linéaires. Hein. Pour la propulsion, on a un système linéaire qui donne une force de propulsion sans contact. Ça veut dire on va placer des éléments d'induction ferro-métallique sur le monorail sur lequel le train va circuler, le support du train. Et puis nous avons des éléments embarqués qui vont générer des champs magnétiques pour faire avancer le train. Donc il est en sustentation aérolique. Donc nous avons deux systèmes séparés. Un système qui fait ce qu'on peut dire le lift grâce à de l'air sous pression. Puis on a un système qui fait avancer le train grâce à un champ magnétique. Et c'est ça qui fait la différence avec d'autres systèmes de transport qui utilisent la sustentation électromagnétique et la propulsion électromagnétique. Et ce qui fait qu'ils doivent ajouter beaucoup d'équipements sur l'infrastructure. Et par conséquent, on va avoir un prix par kilomètre beaucoup plus élevé que notre solution. Ça donne des solutions de sustentation qui enlèvent le contact entre le rail et le support à coût réduit. Parce que pour un coussin d'air, ce qu'on doit prévoir, c'est une surface bien plane sur le support du guidage, ce qui peut être fait avec du béton. Et puis on doit juste embarquer des coussins avec des ventilateurs qui vont les alimenter. Par contre, si on veut faire de la lévitation magnétique, il faudra équiper le rail d'éléments d'induction et qui coûtent très cher. C'est pratiquement des électroaimants et on sait qu'aujourd'hui, ce genre de batteries rares sont très onéreux et qui font exploser le coût de l'infrastructure. L'aspect énergétique, il est important et il tient compte notamment de l'aspect environnemental. Et donc la source d'énergie principale pour le Space Train sera une pile à hydrogène qui sera alimentée par un hydrogène stocké à une pression de 700 bars. Il n'y a pas un moteur à hydrogène, il y a un générateur à hydrogène. Hein. Donc un générateur à hydrogène, c'est une source renouvelable parce qu'on utilise de l'hydrogène stocké. Et cet hydrogène stocké à 700 bars, aujourd'hui, on peut dire que c'est une source verte, c'est de l'hydrogène vert. Pourquoi? Parce que nous envisageons créer de l'hydrogène avec de l'électrolyse. Et l'électrolyse, il a besoin d'une source électrique qu'on va prendre, une source renouvelable, c'est le photovoltaïque. Donc, si on prend toute la chaîne, l'énergie photovoltaïque, elle va créer l'électricité. Cette électricité, elle va alimenter des électrolyseurs. Les électrolyseurs, ils vont fournir de l'hydrogène qu'on va stocker à 700 bars. Après, ces bouteilles d'hydrogène stockées à 700 bars seront embarquées dans la navette et vont être les sources d'une pile à hydrogène. Une pile à hydrogène, hein, c'est une boîte qui prend de l'hydrogène et l'oxygène de l'air et l'interaction interne va fournir une tension électrique et cette énergie électrique va alimenter un moteur électrique. Donc notre moteur, ce n'est pas un moteur à hydrogène, c'est un moteur électrique, mais il n'est pas rotatif, il est linéaire. Par exemple, actuellement, le TGV, on utilise des moteurs rotatifs. C'est exactement le même principe, mais c'est un moteur linéaire. Donc l'inducteur, il est embarqué dans la navette. Là, j'utilise un peu des termes techniques. Et la réaction, elle se fait sur le rail. Donc action magnétique, réaction magnétique. Et c'est ça qui va provoquer la propulsion de la navette. La consommation de l'énergie, elle est essentiellement par les moteurs de propulsion. Donc c'est des moteurs linéaires hein, qui consomment de l'énergie électrique. Aussi il y a des motoventilateurs qui vont assurer la sustentation bien sûr de la navette et bien sûr tous les éléments, hein, tous les auxiliaires, l'éclairage, les ouvertures de portes, donc cet aspect énergétique, il est géré principalement par une pile à hydrogène, mais vu justement l'adéquation énergie-puissance, donc la pile à hydrogène sera assistée par des batteries lithium-ion et par des supercondensateurs. Donc, si vous voulez, il y a trois sources. Donc, il y a une hybridation totalement électrique de la pile à hydrogène avec des sources auxiliaires pour satisfaire les demandes, notamment lors de l'accélération et la décélération. Donc, lors de l'accélération, c'est les batteries
lithium-ion et les supercondensateurs, c'est eux qui vont assister la pile à hydrogène. Durant la décélération, donc là il y a un élément essentiel, c'est le stockage de l'énergie. Donc les supercondensateurs et les batteries donc, vont stocker de 30 jusqu'à 50% de l'énergie de freinage. Hein. Et cette énergie de freinage va être utilisée justement pour le prochain cycle, pour assister le démarrage de la navette. C'est très important, chaque fois quand on parle de source d'énergie, il faut penser à deux critères essentiels. C'est le poids et le volume. Par exemple, si on prend l'essence qu'on utilise au quotidien, l'essence, il permet de donner 12 kWh par mètre cube. Or, l'hydrogène, il permet de donner 3 fois plus, 33 kWh par mètre cube. Même s'il est handicapé par ce rendement de 50 à 60%, ça reste nettement meilleur que les hydrocarbures. Et en plus, on n'a pas un dégagement de CO2, parce que dans les hydrocarbures, il y a du carbone, c'est des composants carbonés qui vont injecter, qui vont dégager du CO2. Or, l'hydrogène, il n'y a pas ce dégagement de CO2. Donc, l'impact environnemental de l'hydrogène, c'est une source d'avenir. C'est la meilleure, elle est plus énergétique que les hydrocarbures existants. Si on parle de rendement, aujourd'hui, on a certainement des rendements nettement supérieurs au rendement des hydrocarbures. Aujourd'hui, les hydrocarbures, le meilleur rendement qu'on puisse avoir, c'est 30%. D'accord ? On parle toujours puissance et énergie. Si on compare une batterie lithium, vous dites le Tesla, une batterie lithium, c'est une batterie qui permet de délivrer de la puissance. Mais par rapport à l'énergie, elle ne peut pas avoir 33 kWh. Vous voyez, c'est juste pour vous donner un chiffre. Pour une pile à hydrogène, on peut obtenir 33 kWh, c'est-à-dire 33 000 watts par mètre cube. Or, avec une pile à batterie lithium, on a au maximum 200 à 300 watts. Vous voyez ? Donc, c'est justement la batterie, au niveau capacité, au niveau puissance, elle est intéressante, mais au niveau énergie, elle ne peut pas stocker énormément d'énergie. Un supercondensateur, ça ressemble au même principe qu'un condensateur, mais parce que voilà, la notion toujours puissance-énergie, c'est bien de stocker de l'énergie. Mais au moment où on veut restituer cette énergie pour l'utiliser, il y a le temps. Est-ce que, par exemple, le condensateur ordinaire, si on lui demande la puissance, il va mettre du temps pour vous délivrer cette puissance. Ces supercondensateurs, ils ont justement cet avantage-là. Ils peuvent stocker de l'énergie, pas beaucoup, mais l'énergie dont les supercondensateurs sont capables de restituer, ils sont capables de délivrer très rapidement. C'est-à-dire l'appel de puissance, il est très important. Donc au niveau supériorité, au niveau puissance, le premier c'est les supercondensateurs, après c'est les batteries, après c'est les piles à hydrogène. Au niveau énergie, ce classement il s'inverse. Au niveau énergétique, le premier c'est la pile à hydrogène, le deuxième c'est les batteries et le troisième c'est les supercondensateurs. Et quand on les met les trois ensemble, ça donne une très belle source hybride capable de délivrer à la fois de l'énergie et de la puissance. Au niveau du freinage, on a 5 modes de freinage. Soit un freinage à l'air, c'est-à-dire il suffit de couper l'alimentation de l'énergie électrique, ça c'est un mode de freinage. Le deuxième freinage, c'est par stockage, récupération et stockage de l'énergie sur les supercondensateurs et les batteries. Troisième mode de freinage, c'est le freinage rhéostatique. Et bien sûr, à la fin du parcours, il est indispensable d'avoir du freinage mécanique, notamment sur les centaines de mètres qui restent. On travaille essentiellement dans notre laboratoire qui est au nord d'Orléans, à Sercotte. Alors moi je suis entrepreneur
j'ai plusieurs sociétés. Et donc pour commencer ce projet, on a commencé par financer ce projet en fonds propres. Ce qui nous a permis d'arriver jusqu'à l'étape du prototype. Alors, au départ, on a commencé, on était 2 sur le projet. J'ai un associé qui est ingénieur en aéronautique. Donc, c'est lui qui a été le premier à travailler avec moi sur ce projet. Ensuite, on est allé chercher un ingénieur en mécanique, un ingénieur en électricité. Et de fil en aiguille, on a réussi à créer notre petite équipe avec que des passionnés. Et la grande chance que j'ai qu'on a dans cette entreprise, c'est que toutes les personnes qui y travaillent sont passionnées par le projet. Alors c'est moi le représentant, c'est moi qui ai eu l'idée de lancer ce projet-là et c'est moi qui aujourd'hui va parler du projet publiquement. L'idée aujourd'hui c'est de pouvoir aller plus loin et maintenant je dois pouvoir alimenter en fait le besoin par des investisseurs ou par le biais de partenariats. C'est ça l'idée. Pour pouvoir demain proposer un transport qui soit capable d'alimenter nos métropoles à grande vitesse. Aujourd'hui, on signe un partenariat avec Air Liquide et qui va travailler avec nous sur la pile à combustible. Demain, nous allons certainement signer un partenariat avec la société Engie Europe qui va travailler, elle, sur la partie infrastructure. Et donc, on est encore ouvert à rencontrer d'autres partenaires pour avancer sur ce projet. Ce qui a permis de convaincre les partenaires de travailler avec nous, c'est surtout l'ambition du projet. C'est-à-dire que le transport, c'est un gros marché, mais c'est un marché qui aura toujours des besoins, dans lequel on aura toujours des besoins. Donc, pour pouvoir alimenter le marché et pouvoir le rendre encore plus performant, il faut pouvoir y travailler. Et donc pour travailler, il faut avoir des bons partenaires et les partenaires se sont rendus compte que ce projet est un projet qui était tout à fait concret et réalisable et technologiquement viable. Donc, et surtout viable en termes de prix et de coût parce que des projets technologiques, il y en a beaucoup, des projets de transport technologique, il y en a d'autres que le nôtre, mais qui coûtent très cher et l'idée c'est de proposer un transport qui soit abordable pour l'usager. Et c'est ce qu'on a, c'était le principal objectif, c'était ça. Donc c'est pourquoi les partenaires se sont rendus compte, bon, à passer un certain délai, il a fallu quand même 2 ans pour pouvoir arriver à convaincre les partenaires, puisque au départ on nous prend pour des rêveurs, pour des utopiques un petit peu. Et ce qui a changé, c'est que c'est la persévérance et puis la crédibilité du projet, c'est-à-dire qu'on a démontré, et surtout par le biais de ces logiciels donc fournis par Dassault, que ce projet avait les chances de réussir et que c'était un projet d'avenir. Et c'est comme ça qu'on a pu générer d'autres partenariats par la suite. Donc là, comme vous le voyez, notre navette, c'est l'échelle 1,5. Cette navette-là, on va tester dessus les performances. Elle ne contiendra pas de passagers. Et à l'année 2020, on fera les premiers tests de propulsion. Et à l'année 25, on pourra finaliser la fabrication de notre échelle 1 qui contiendra entre 30 et 50 passagers. Donc sur cette navette-là, on va mener des études afin de bien mettre en avant le confort des passagers et surtout on travaillera sur l'aspect sécurité. Et la différence là qu'on peut vous expliquer entre cette navette que vous voyez qui est derrière moi et la future navette, c'est que cette navette-là, elle ne dispose pas de portes. La future navette, elle aura des portes spécifiques qui s'ouvriront comme des ailes. Elle disposera aussi des ailerons qui assureront la stabilité de la navette lors des déplacements à grande vitesse. Cette navette, il faut savoir qu'elle aura une vitesse de croisière de 500 km/h afin d'assurer les temps d'arrivée. On aura pour le moment une navette pour le premier test d'Orléans à Paris. Et fur et à mesure avec les résultats, nous mettrons en œuvre la fabrication de nouvelles navettes qui seront bien sûr la version améliorée de l'ancienne.